Olga Guinaud, qui est à mes côtés, qui ce soir va être du côté des images informatiques et de l'ordinateur, mais qui a donc conçu l'exposition qui est aussi était à Salamanca. Et je voudrais aussi remercier vraiment très chaleureusement Juan Antonio Ramirez, qui a eu l'idée justement que cette exposition puisse avoir lieu en Espagne, et qui a écrit un texte fantastique dans le catalogue, Olga aussi d'ailleurs, et Monsieur Durana aussi. Bon. Je voudrais aussi remercier Monsieur Harpal, qui est sociologue et qui interviendra donc après mon intervention, et également une personne qui n'est pas là, mais qui est Javier Panera, qui avait montré l'exposition à Salamanca. Je vais vous présenter donc mon travail par l'intermédiaire d'un CD-ROM, qui est une monographie multimédia très très complète, où nous pourrons voir à la fois des œuvres qui sont dans cette exposition et des œuvres qui n'ont pu être montrées dans cette exposition. Donc nous allons tout de suite commencer, mais je voudrais vous dire d'emblée que ces conférences pour moi sont extrêmement importantes, et je considère qu'elles font partie de mon travail, car il y a beaucoup d'images et de rumeurs qui me précèdent, souvent colportées par la presse, qui a dit beaucoup de choses très fausses sur mon travail. Et en général, on ne retient de mon travail que les 2 scandales que j'ai faits dans ma vie, ou qui ont été en tout cas reçus comme tels: le baiser de l'artiste, avec lequel je peux noter ma vie avant et après, et aussi donc les opérations chirurgicales. Je voudrais dire quand même d'emblée que ces opérations performances ont été faites uniquement de 1990 à 1993, que cela fait donc maintenant 9 ans que je n'en ai pas faites, que toutes les performances que j'ai faites dans mon travail artistique, y compris ces opérations chirurgicales, ont toujours été des processus pour produire des œuvres, et donc pas des fins en soi. Et ces opérations chirurgicales n'ont jamais été faites pour le résultat plastique final. En fait, vous allez voir qu'à travers ce CD-ROM, et aussi, vous l'avez vu, je pense, dans l'exposition, que depuis 1964, je dis en fait toujours la même chose. J'interroge les pressions sociales qu'il y a sur le corps et le statut du corps dans notre société. Et effectivement, avec les dernières œuvres, les self-hybridations précolombiennes et africaines, qui sont donc des images, des photos numériques, je dis que toutes les civilisations ont fabriqué les corps, et non seulement les corps, mais les hardware et les software qui sont à l'intérieur. Et donc nous sommes entièrement formatés. Et toutes les fois où on dit « je veux »,« j'aime »,« je désire », là où on croit vraiment que son moi le plus profond s'exprime, eh bien encore, il est absolument nécessaire de se rendre compte que tout cela est absolument dicté par l'idéologie dominante, et historiquement, à la fois historiquement et géographiquement, par rapport au lieu dans lequel on est né. Donc mon idée a toujours été de pointer ces a priori, ces idées reçues on nous a mis dans la tête, et d'essayer, tant que c'est possible de le faire, si c'est possible de le faire, de faire des pas de côté et de prendre de la distance par rapport à ce formatage. Voilà, on va commencer.
Donc on va commencer, en fait, pas tout à fait par le dernier travail, mais c'est un chantier qui est encore en cours, qui n'est pas terminé du tout. Et ce sont le travail des self-hybridations précolombiennes, pas précolombiennes, africaines, pardon, par l'intermédiaire de photos numériques. Donc en fait, par exemple, ce masque est un masque qui a beaucoup inspiré les cubistes. C'est un masque de maladie. Et ce masque a été très très important, et en même temps il est comment dire, une très belle emblème pour tout mon travail. Dans ce CD-ROM, il y a aussi des fiches techniques qui accompagnent tout le travail. Et vous allez voir par l'intermédiaire de l'autre photo que par rapport aux self-hybridations précolombiennes, j'ai pu travailler avec les Africains aussi avec de la photo ethnographique, c'est-à-dire ces photos où on allait, les premières photos noir et blanc, où on allait photographier, entre guillemets, entre parenthèses, les sauvages. Et donc, bien évidemment, pour les précolombiens, je n'ai pas ces photos-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai désiré que les photos soient au final en noir et blanc pour faire justement un clin d'œil à ces photos ethnographiques. Donc là, par exemple, c'est une photo extrêmement importante pour moi parce que justement, vous allez voir qu'aussi bien chez les self-hybridations précolombiennes ou africaines, on a déformé les crânes. Alors ces crânes étaient déformés, vous le savez certainement tous, par l'intermédiaire de bois que l'on mettait autour de la tête de l'enfant, et puis on mettait des bandelettes. Et au bout de 3 ans, lorsque la fontanelle était soudée, le crâne avait pris une forme différente. Et c'est des choses qu'on a pratiquées absolument chez les Égyptiens, chez les Mérovingiens. Et lorsque je suis allé au Mexique travailler avec des anthropologues et ethnologues, ils m'ont dit « mais allez du côté d'Albi et de Toulouse, chez vous en France, vous verrez qu'il y a encore quelques générations, les mères mettaient des bandelettes de tissu autour de la tête des bébés et puis un chapeau dessus, un bonnet pour pas qu'on le voie, et le crâne, donc le front était allongé, déformé, différent de ce que la nature avait prévu. » Là, c'est un autre masque avec lequel que j'ai travaillé, toujours sur ces critères de beauté. Là, on voit bien sûr des dessins et des scarifications. Ici, c'est un masque très, très rare et très recherché avec lequel j'ai travaillé. Et on verra ce dernier exemple. Bien évidemment, la série est plus grande. Donc, j'ai travaillé toujours de la même manière. En fait, j'ai utilisé mon image, qui est en même temps, on pourrait dire, un ready-made modifié, puisque c'est un corps, mais sur lequel on a rajouté quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Ces bosses, qui sont... je suis donc censé représenter les standards de beauté de notre époque, mais en même temps, ces deux petites bosses essayent de se battre avec ces standards de beauté. Donc je prends mon image et je l'hybride à des images venues d'autres civilisations avec des standards de beauté tout à fait différents, et j'essaye de produire donc des visages d'êtres mutants qui auraient pu exister ou qui vont peut-être exister et qui ont comme cahier des charges d'être des personnages avec un regard ouvert sur le monde, un regard extrêmement humain, réflexif et profond, et que ce ne soit pas du tout, que ce soit à l'opposé de ce que l'on peut voir dans les films de science-fiction ou bien dans les jeux vidéo, où on voit des personnages extrêmement sexués et extrêmement agressifs, guerriers. Donc j'ai essayé d'amener complètement autre chose. Ici, on a un exemple que vous pouvez voir aussi dans l'exposition, qui est une sculpture en résine. Moi, je me suis beaucoup intéressé en fait à cette sculpture, qui est une sculpture Nouna, qui est présentée au Louvre dans la section des arts premiers, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et je me suis intéressé à cette sculpture parce qu'il y avait des scarifications qui étaient présentées d'une manière extrêmement géométrique. Et j'ai imaginé que ça pouvait être les boutons d'un ordinateur ingéré par un corps mutant. Donc j'ai fait en fait une série là-dessus. Elles sont aussi avec une attitude d'accueil au niveau du corps et des mains, et en même temps avec ce rire que j'ai beaucoup apprécié et découvert en Afrique. Les Africains m'ont vraiment beaucoup apporté, j'ai beaucoup voyagé, et
je me suis retrouvé avec des gens qui, dans la misère, en difficulté, dans des moments pas faciles psychologiquement ou physiquement, utilisaient toujours en fait le rire, et on voyait ce rire époustouflant avec ses dents blanches et cette peau noire. Et ça m'a appris moi-même à rire et à sourire à la vie. Donc là, c'est la série des self-hybridations précolombiennes. Il existe une quarantaine de pièces et un catalogue. Là, c'est un masque Olmec dont le visage a été, le front a été retravaillé, a été allongé. Le deuxième est encore beaucoup plus significatif quant justement à ce désir d'allongement de la tête, du crâne. Dans le troisième que vous allez voir est une chose tout à fait différente. C'était les dignitaires mayas qui, pour certaines cérémonies, portaient des nez postiches qui étaient soit en terre, soit en cire, et qui partaient du milieu du front. Et c'était vraiment une manière d'être plus superbe, plus élégant, plus fort que d'avoir ce nez. Ça faisait partie de la parure, ça faisait partie de la coiffure, ça allait avec, vraiment. On va passer très rapidement parce que sinon ça serait très long, et on va s'arrêter sur cette image-là. Alors là aussi, c'était une pratique qui était produite très souvent. C'était fabriqué, ce strabisme. On mettait une boule de terre ou une boule de cire entre les deux yeux de l'enfant, ou un coquillage qui pendait du bonnet, et donc le bébé apprenait à loucher. Et c'était considéré comme quelque chose de très sexy, de très beau, quelqu'un qui louche. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, parce que comme la déformation du crâne, en fait, c'était fait aussi bien chez les hommes que chez les femmes et dans toutes les castes sociales. Alors que dans la même image, on voit en fait une chose sur les dents qui est faite, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, mais il y avait aussi les dents ciselées et incrustées de pierre, qui, là, était faite uniquement dans des castes sociales riches. Et c'était une déformation, un standard de beauté aussi qui m'a moins intéressé, parce qu'il s'agissait de souffrir, et de souffrir très violemment pour cette chose-là. Je dois dire que l'année dernière, j'étais à Bali, et j'ai été très surprise de voir que tous les gens, les jeunes aussi bien que les vieux, avaient les dents sciées aussi, mais sciées d'une manière alignée, hein, pas incrustées ou découpées comme l'on le trouve dans ces civilisations. Donc c'est des choses encore qui se pratiquent complètement. Là aussi, on a un autre exemple de nez qui part du milieu du front. On va aller plus vite peut-être sur les autres exemples. Et ensuite, nous allons donc voir dans ma chronologie les premières œuvres que vous avez pu voir dans l'exposition, dont une œuvre extrêmement importante pour moi. Mais avant, je voudrais que l'on regarde comment est fait ce CD-ROM. En fait, j'ai voulu que ce soit à la fois un outil de travail très précis pour les chercheurs, les étudiants, les personnes qui veulent faire un travail sur mon œuvre, mais en même temps que ce soit quelque chose de joueur, et que ça joue aussi avec moi et avec mon corps. Et comme je suis une artiste qui travaille aussi avec son corps, que je présente mon intimité, aussi bien mon corps que mon intérieur chez moi. Voici mon loft à Paris, quand il est bien rangé, et le loft que j'avais avant. Ici, ce sont mes amis qui font tous partie du milieu de l'art. La personne que vous voyez ici est un styliste qui m'a souvent rendu des hommages en faisant des défilés avec des mannequins qui avaient les mêmes bosses que moi. Il y a beaucoup de stylistes qui se réclament de mon travail, mais lui donc est allé jusqu'à cette chose-là. Donc là, on peut me voir plus jeune, on peut me voir chez mon coiffeur, etc. Ou avec la perruque de la fiancée de Frankenstein. Là, voilà, on me voit justement en Afrique aux chutes du Zambèze, ou dans des performances de rue, ou là en train de réaliser un film pour Canal+, ou avec mes étudiants, et encore chez mon coiffeur.
Donc voilà, je voudrais dire que ce CD-ROM est du côté aussi de la vie est l'art, et qu'en fait c'est conforme à mon travail. J'ai toujours pensé que la vie est un phénomène esthétique, récupérable. Alors, on va commencer donc par cette image qui s'appelle Orlan accouche d'elle-même. Même en français, ça s'écrit normalement M-E-M-E, mais là je l'ai écrit M'-I-M-E, ce qui fait référence à l'idée de s'aimer soi-même. Pour moi, cette photo est une photo vraiment clé, vraiment très, très importante, parce que quand on la regarde avec la mise en perspective du travail actuel, on s'aperçoit que c'est à la fois l'accouchement de moi-même, mais que c'est à la fois l'identité et l'altérité, que c'est en même temps le dédoublement, que c'est en même temps le clone, et que effectivement cette photo montre énormément de choses qui ont été dites au fil de mon travail. Ici, on peut voir que le corps, non, si tu veux revenir ici, le corps, j'ai toujours considéré le corps comme une sculpture, et je l'ai utilisé avec d'autres bribes de sculpture pour en faire des photos, que j'ai toujours voulu sortir du cadre. Il y a toute une série comme celle-ci. Bien sûr, là, je vous montre toujours qu'une seule photo, mais il y a toujours des séries de chaque voie, hein, de chaque piste. Ici, c'est une photo aussi qui pour moi est importante parce que en fait, on voit que pour le photographe, j'ai toujours pris des poses qui n'étaient pas des poses traditionnelles de la séduction féminine, mais des poses plus créatives et plus sauvages, on pourrait dire, moins répertoriées dans la gestique habituelle de la séduction féminine. Oui. Là, on peut voir aussi que j'ai fait des séries de photos sans visage, qui étaient aussi d'une certaine manière précurseurs, ou bien avec un masque. Il y en a une autre, par exemple, ici, avec un masque. On peut maintenant peut-être aller voir comment ? Oui. Alors là, c'est tout un travail en fait qui a été fait avec les draps du trousseau. La première chose que j'ai pu faire avec ces draps du trousseau a été de les tendre d'abord sur des châssis pour faire des peintures. Peintures que je n'ai pas ici, ou j'en ai peut-être un ou deux exemples sur le CD, mais que je ne vous montrerai pas. Ici, ce sont des sortes de sculptures qui sont aussi faites dans les draps, et on voit des œuvres comme celle-ci, qui en fait, c'est pas lisible sur la photo, mais au milieu il y avait une espèce de petit portrait rajouté, un portrait au crayon sur du tissu qui était rapporté et tenu par 4 épingles aux angles. Alors ici, nous voyons la pièce que vous avez vue dans l'exposition. Elle va très vite, on ne voit pas le texte, donc on va plutôt passer à cette image ici. Donc en fait, l'idée était de broder les taches de sperme que je faisais faire donc à mes amants sur mes draps, et ensuite de repérer ces taches de sperme, et à la fois avec de l'encre de Chine, donc une sorte de lavis, et ensuite dans des performances de les broder les yeux fermés avec un énorme fil noir, sans regarder l'ouvrage, ou en regardant le public, ou en ayant les yeux bandés, ou en regardant ailleurs. Voilà. Alors, on va aller peut-être dans les tableaux vivants. Donc, bien sûr, c'était toujours une question de remettre en question la tradition et l'attitude des mères qui souvent souffrent le plus des pressions sociales et qui les reconduisent sur leurs filles. On voit ça par exemple avec l'excision, ou par exemple ma propre mère, qui était pourtant quelqu'un d'assez libre, qui était espérantiste, libertaire, anarchiste, qui avait des idées qui pour l'époque étaient très avancées, voulait absolument m'obliger à ce que j'ai un trousseau brodé d'une manière traditionnelle. Donc toujours avec ce trousseau, on pourrait en fait faire une exposition uniquement avec les draps du trousseau, ou avec ce repère, les draps du trousseau. Là, on voit que je les ai mis en scène
à la place des objets qui sont dans les différents tableaux que je vais vous montrer. Ici, bien sûr, c'est la grande odalisque de Ingres. J'ai essayé en fait, de reprendre la pose et non seulement de reprendre la pose, mais essayer de comprendre en fait comment les peintres avaient mis les modèles et comment ils avaient utilisé et montré le corps des femmes. Je dois vous dire que beaucoup de mes œuvres sont comme des mots d'un vocabulaire pour écrire des phrases. Et par exemple ici, on voit que cette photo, qui a été aussi utilisée, on pourrait dire, d'une manière normale au niveau de l'exposition, a aussi été mise en scène dans une installation qui commençait par une toute petite photo, avec au-dessus un petit oreiller toujours dans les draps du trousseau, qui était censé être celui représenté donc, dans sa dimension dans cette photo. Et puis la photo était de plus en plus agrandie, donc l'oreiller au-dessus était de plus en plus grand. Et il y avait une photo qui était l'exacte dimension de mon corps, et ensuite il y avait une photo qui était beaucoup plus grande que mon corps. Ici, on retrouvera, par exemple, la Vénus de Botticelli dans d'autres œuvres, et en particulier dans la décoration du bloc opératoire. Celle-ci. Alors, je vous montre très rapidement d'autres exemples de tableaux vivants. Voilà. Maintenant, nous allons aller au mesurage d'institutions. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que c'est une performance que j'ai décidé normalement de faire toute ma vie, mais il est vrai qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas pratiquée. Mais en fait, je suis à disposition pour faire une performance en mesurant donc des rues ou des institutions. Par exemple, j'aurais très bien pu mesurer pour l'inauguration de Artium le bâtiment avec mon corps, en mesurant au sol le nombre d'Orlan-corps qui était contenu dans l'espace. Et ensuite, je lave la robe et je garde des reliques de l'eau sale de cette robe, salie donc par l'institution. Et elles sont ensuite étiquetées, cachetées à la cire et montrées dans des galeries ou dans des musées. Là aussi, une petite parenthèse que vous allez voir dans mon travail, on pourrait faire aussi une exposition uniquement sur les reliquaires à l'intérieur de mon travail, parce que à l'intérieur de mon travail, il s'est produit beaucoup de choses comme celle-ci, où effectivement il y a eu un travail qui s'apparente aux reliquaires. Alors, vous pouvez voir qu'en fait la robe qui est sur moi est une robe aussi dans les draps du trousseau. Donc on pourrait dire que cette chose-là aussi appartient aux draps du trousseau. Ici, on me voit entre les colonnes de Saint-Pierre au Vatican, et en fait on a essayé de m'arrêter de faire cette performance, mais j'ai dit ce n'est pas possible, c'est un vœu, je dois la faire, et on m'a laissé continuer à la faire. Ici, c'est au Guggenheim. Ici, l'autre performance, c'est une performance vraiment à façon. C'est une association d'une ville dont on avait complètement cassé la place centrale sur laquelle il y avait de très belles maisons, en fait sans aucun projet réel de reconstruction. Donc cette association m'a fait venir pour que je fasse une performance de mesurage de rue, et pour mettre l'accent, pour attirer bien sûr la presse et la télévision sur leurs problèmes. Donc j'ai utilisé les engins qui avaient cassé les bâtiments et cassé la place, et j'ai fait cette performance pendant 8 jours, et chaque jour je me faisais déposer à l'étape du jour dans la gueule de ces horribles bêtes et monstres qui avaient cassé les belles maisons. Là, ce sont les constats que je faisais à la fin de chaque mesurage. Et là, nous allons voir des vidéos où vous verrez davantage comment cela se pratiquait. En fait, l'idée est que, effectivement, le mètre est une notion tout à fait conceptuelle, on pourrait dire, et que jadis, la relation au corps dans la mesure était beaucoup plus explicite, puisqu'on parlait de la coudée, du pouce, du pied. On peut dire aussi que c'est une manière, on pourrait dire, animale de repérer son territoire. Ah, tu as dû cliquer, non ?
Donc je vous montre l'autre partie de la performance où il s'agit en fait de compter le nombre d'or là encore qui est contenu dans l'espace. Donc ceci se passait en fait au musée Saint-Pierre à Lyon, qui est un cloître, et j'avais appris que en fait les personnes qui étaient dans ce cloître à une certaine époque devaient compter le nombre de pas qu'ils faisaient dans l'espace. Donc il y avait une adéquation de faire ça à cet endroit. Un peu, oui. Pas tout. Alors on peut continuer, tu cliques et puis tu montres l'autre. Donc je voulais vous dire aussi qu'effectivement vous vous êtes aperçu que ce n'est pas un corps nu qui mesure, mais que c'est un corps socialisé avec des bottes, donc avec les souliers du jour, un corps social en fait. Et que bien sûr c'est une méthodologie pseudo-scientifique qui s'appuie sur l'idée de mesurer d'une manière précise, mais qui est en même temps complètement imprécise. Alors, à la fin, donc, je lavais donc cette robe en public. Donc, pendant que la vidéo se déroule, je peux vous dire encore quelques mots sur le mesurage pour gagner du temps. Effectivement, j'ai fait cela à la fois dans la rue, mais je ne choisissais pas n'importe quelle rue. Je choisissais une rue qui avait le nom d'une vedette culturelle de nos passés historiques. Et c'était assez amusant, par exemple, de mesurer une rue Lamartine à Mâcon, qui est sa ville natale, et puis de mesurer cette rue à un autre endroit et justement de mettre en question, si vous voulez, la grandeur de ce corps déplacé de M. Lamartine dans telle ou telle rue, puisqu'effectivement ce n'était pas la même chose. Donc la pose finale était toujours la même pose dans cette performance, et c'était effectivement la pose de la liberté. Alors, on a prévu quoi maintenant? Ok. Il y a bien évidemment le baiser de l'artiste, parce que je peux noter ma vie avant et après ce baiser de l'artiste. Puis moi, dans ma vie personnelle, c'est tellement violent, tellement dur, j'ai été immédiatement renvoyé. Tu traduis, hein?